7h20, c'est à la une. L'invasion russe fait bondir les prix des matières premières. Philippe Chalmin est avec nous, professeur d'économie française et spécialiste du marché des matières premières. Bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes évidemment sur ces matières premières en France. Il n'y avait pas eu d'anticipation, parce que hier on a vu déjà des cours s'envoler. On a été surpris aussi sur l'ensemble des marchés. Dire qu'on a été surpris, c'est exagéré. Je dirais qu'on s'attendait, quoi que fasse Poutine, à une réaction sur le marché du gaz et, par effet d'entraînement, sur le marché du pétrole. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'il y ait une offensive à partir du Donbass et de Lugansk vers Mariupol, vers Odessa, et que cela puisse remettre en cause les capacités d'exportation céréalière de l'Ukraine et quand même aussi un petit peu de la Russie. Et donc, la surprise, je dirais excessive, très franchement, c'est l'augmentation des prix d'un certain nombre de produits agricoles, blé, maïs, huile de tournesol, mais dans un contexte général qui était quand même un contexte haussier. Alors, oublions un peu les produits agricoles. Ce qui est important quand même, c'est le gaz, parce que les prix du gaz ont pris quasiment 35%. Alors, je vous signale qu'on n'est pas encore au niveau qu'on avait atteint en décembre dernier, car en décembre dernier, si vous vous souvenez, les premiers bruits de bottes intervenant au début d'un hiver qui apparaissait très rigoureux avaient propulsé les prix. On était monté à 160 € le mégawatt. Là, pour l'instant, nous ne sommes que, hier soir, on était aux alentours de 125, donc on a encore un peu de chemin à faire. Mais il faut savoir que le prix du gaz naturel, ça entraîne le prix de l'électricité, ça entraîne le prix des engrais et ça amène, je dirais, de l'eau au moulin pétrolier. Et vous savez que le pétrole a passé la barre on a terminé hier soir, je crois, à 103 $ le baril. Est-ce qu'on peut se passer un peu, j'allais dire un peu, pas totalement bien sûr, mais du gaz russe? Oui, je pense. Alors, on a d'autant plus de chances que on est quand même sur la fin de l'hiver et que la fin de l'hiver, pour l'instant, elle est relativement clémente. Ça veut dire que la demande de gaz, tant pour le chauffage que pour la production d'électricité, est un peu moins importante. C'est vrai que, globalement, l'Europe dépend à 40% du gaz russe. On peut le remplacer par éventuellement d'autres sources d'énergie. Alors malheureusement, en Allemagne ou en Pologne, ce sera du charbon. Oui. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en France sur le nucléaire, mais on peut aussi quand même importer plus de gaz naturel liquéfié. Donc à la limite, le problème n'est pas tant que nous ayons une pénurie de gaz et que votre chauffage s'arrête et que vous vous réchauffiez au coin du feu, etc. C'est beaucoup plus que ça va coûter beaucoup plus cher. Et c'est ça le problème. C'est pas tant un problème de pénurie immédiate qu'un problème de prix. Oui. Mais ensuite, oui. Allez-y. Non, ensuite, la vraie question que je me pose, bon, là, vous voyez, l'OTAN ne va pas bouger. En toute logique, malheureusement, il en sera de l'Ukraine face à Poutine comme de la Pologne en 1939. C'est-à-dire que une guerre relativement éclair, et finalement, l'Ukraine sera plus ou moins à genoux. L'Occident va mettre en place des sanctions. Vous venez de dire d'ailleurs qu'on n'avait pas touché au bouton le plus important, qui est celui des transferts bancaires, le système SWIFT. Mais est-ce que est-ce que nous aurions intérêt, par exemple, à dire nous n'accepterons plus de gaz russe, c'est-à-dire à faire un boycott des exportations russes de gaz? Ça, ce serait probablement relativement fort. Pour l'instant, à ma connaissance, nos vertueux Allemands ont dit nous arrêtons Nord Stream 2, mais c'est de la façade, puisque Nord Stream 2 de toute façon ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, Nord Stream 1 doit continuer à fonctionner. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à mettre en place un boycott des exportations russes? Et là, c'est pas les histoires agricoles qui sont importantes. Là, c'est le gaz, c'est le palladium pour l'industrie automobile, le pot catalytique de votre voiture à essence, je l'espère, contient quelques grammes de palladium, c'est le titane qui est essentiel pour l'industrie de l'aéronautique, plus largement, c'est moins dramatique, c'est du nickel, de l'aluminium. Est-ce que les pays de l'OTAN seraient capables de couper toute relation commerciale avec la Russie? Là,
là, on lui ferait mal. Oui. Même si la Russie pourrait probablement se retourner vers son allié chinois. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, et bon, il ne faut pas faire trop comparaison n'est pas raison, Oui. et souvenez-vous, lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne en 1939, elle est alliée à une autre dictature, celle de Staline. Là, Poutine a envahi l'Ukraine, et il est allié de Xi Jinping, et j'ai cru entendre dans votre journal que Taïwan avait noté quelques avions chinois. Oui. C'est vrai que je dirais l'écueil suivant, c'est probablement Taïwan. Oui. Et on a pour l'instant un fond des dictatures face aux démocraties. Oui, encore deux questions, Philippe Chalmin. La première, c'est que Poutine, lui aussi, il a besoin quand même aussi des centaines de millions d'euros qu'on lui verse chaque jour, en fait, l'Union européenne, pour son gaz, son pétrole, enfin l'ensemble des matières premières, parce que ce sont, je crois, des centaines de millions d'euros chaque jour qui lui sont... Absolument. Non, on a la possibilité. Alors, je pense que Poutine n'irait pas jusqu'à fermer les portes à l'exportation. Vous avez raison. Il en a besoin. Parce que l'économie russe, il ne faut pas se leurrer, c'est une sorte d'émirat pétrolier. Quand vous avez enlevé les matières premières, donc l'énergie, les minerais et métaux, et maintenant les produits agricoles, quand vous avez enlevé tout ça de Russie, il n'y a pratiquement rien. La Russie, elle fait un peu illusion. Et l'autre point, c'est que ça lui serait pour lui se mettre en position de faiblesse vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que le problème de Poutine, c'est d'occuper l'Ukraine, de jouer le fait que les démocraties ne réagiront que peu et que surtout elles n'utiliseront pas les deux armes atomiques qui pourraient être, d'une part, mettre à genoux le système bancaire en sortant les banques russes de SWIFT et d'autre part, éventuellement, boycotter les exportations de matières premières en provenance de Russie, quitte à ce que cela nous coûte, mais ce serait probablement la pression la plus forte qu'on puisse faire. Je n'ai pas l'impression que ce soit pour l'instant l'ambiance qui règne dans les couloirs de la diplomatie mondiale. Oui, et courte dernière question, Philippe Chalmin. Les conséquences alors avec le blé, puisque évidemment aussi sur la question agricole c'est assez important. Il faut redouter là une explosion, directement à la baguette, aux consommateurs dans les. Non, écoutez, alors là, douce rigolade. Je vous rappelle que j'ai une autre fonction qui est de présider l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Dans la baguette que vous payez suivant les boulangers 90 centimes à 1,20 €, il y a maximum 7 à 8 centimes de blé. Donc arrêtons cette sorte d'escroquerie intellectuelle de dire que oui, c'est vrai, nous sommes à des niveaux records pour le blé, ça pourrait justifier peut-être 1 ou 2 centimes de plus pour la baguette, et certainement pas les 10 ou 20 centimes auxquels sont certains boulangers qui par contre peuvent être touchés par la hausse du gaz ou de l'électricité. Ça, c'est une autre affaire. Et d'autre part, je vous signale une autre chose, c'est que là aussi, ça intervient. La hausse, elle est excessive, elle ne porte que sur les échéances les plus rapprochées, puisqu'il va y avoir des livraisons qui ne vont pas pouvoir être faites. Il faut savoir qu'on est quand même plutôt en fin de campagne, et le gros des exportations ukrainiennes a déjà été fait. Et enfin, dernier point, c'est la Russie qui pèse sur le marché du blé. L'Ukraine est certes un exportateur de blé, mais elle est surtout un exportateur de maïs. Et donc, il ne faut pas trop confondre. Alors, pour la France et pour les agriculteurs français, ça peut être une bonne nouvelle, augmentation des prix du blé pour ceux qui en produisent. C'est une mauvaise nouvelle, malheureusement, pour les éleveurs, parce que les éleveurs, notamment de porc et de volaille, qu'est-ce qu'ils achètent ? Ils achètent des céréales, blé, maïs, des protéagineux, tourteaux de soja, et donc ça augmente le prix de l'aliment à un moment où justement, malheureusement, du fait de la diminution des achats chinois de viande porcine, les prix ont quand même relativement baissé. Donc c'est un double saut, et là, qui peut être assez dangereux, mais sur le pain, de grâce, soyons sérieux. Voilà, c'est ça. Merci, il fallait le dire. Merci Philippe Chalmin pour ces explications très très claires en fait sur l'ensemble des conséquences possibles. Professeur d'économie, spécialiste du marché des matières premières, on ne manquera pas évidemment de vous solliciter en fait de nouveau parce que même si c'est une guerre éclair, il y aura des conséquences et ça va quand même un petit peu durer. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Sud Radio. Et juste après le journal de 7h30, on verra l'impact de la guerre en Ukraine sur la campagne électorale. C'est l'édito politique de Thierry Guerrier. À tout de suite.